La première question, bien sûr. Qui sait pourquoi avez-vous choisi la médecine? Alors là, la question s'est quasiment pas posée. Je suis le sixième d'une famille de 6 enfants, le petit dernier, qui a bénéficié des avantages sociaux acquis par les autres. Et mes deux parents étaient médecins. Mon père était professeur, était chef de service, et ma mère, qui était folle amoureuse de lui, était son assistante, elle le suivait partout. Et ils ont donc travaillé à Saint-Antoine, c'était un des pionniers du Temple hospitalier, donc j'étais baigné dedans depuis que je suis tout petit. Et je dois dire que dès l'âge de 10 ans, j'étais déjà complètement fou, parce que je voulais faire médecine, et je me promenais avec une petite trousse de secours à 10 ans, et je suivais ma mère dans l'hôpital, partout, j'avais toujours rêvé de ça. J'ai eu un moment de, comment dirais-je, d'inquiétude quand j'ai passé mon bac, que j'ai eu assez tôt, à 16 ans, où je me suis dit, est-ce que vraiment je dois faire ça? Et quand on m'a exposé toutes les autres carrières possibles, j'ai dit non, je fais ma médecine. Donc ça a été totalement, depuis que je suis tout petit, je rêvais de faire ça, en fait. Et la néphrologie? Alors la néphrologie, ça c'est totalement accidentel. C'est parce que j'ai été nommé un peu tôt à mon concours d'internat, le premier. J'avais 22 ans, donc j'avais absolument rien vu du tout. J'ai eu alors à ce moment-là un moment total de panique. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne savais pas quelle spécialité prendre. Et mon père m'a dit, mais non, non, la néphrologie, ça va te plaire. La néphrologie, ça m'ennuie, c'est terrible, c'est emmerdant, les ionogrammes, je ne comprends rien. Si, va vous. Bon, alors j'ai été voir Gabriel Richet, et Gabriel Richet m'a reçu comme d'habitude à 7 h du matin, mon cher, et on a discuté, et finalement il m'a retenu une place d'interne. Et donc j'étais pas tout à fait, j'ai fait mon service militaire parce qu'à ce moment-là il fallait le faire, et après j'ai eu une chance inouïe, c'est que je suis tombé en premier semestre d'internat à Necker, où il y avait une place chez Cronier qui venait d'avoir un service, et donc j'ai eu la chance de passer 1 an dans le temple de la néphrologie chez Hamburger, et là c'était une révélation extraordinaire parce qu'il y avait les greffés, etc. Et là j'ai été pris complètement au ventre et à la tête, et donc j'ai continué, puis après j'ai terminé mon internat chez Gabriel Richet 1 an, et ensuite, comme à l'époque le clinicat durait 4 ans, renouvelable 3 ans, et qu'on n'avait aucun poste parce que c'était un goulot d'étranglement à cette époque-là, j'ai eu 9 ans de post-internat dans ce service absolument incroyable où on a vécu des moments extraordinaires avec Gabriel Richet et tous les autres. Regret? Aucun. Non, je suis très heureux d'avoir vécu, à vrai dire, cette période de la néphrologie, parce que quand j'ai commencé ma médecine, j'ai un souvenir extrêmement fort, j'étais stagiaire, j'avais 18 ans à peu près, et je vois une jeune fille qui avait mon âge. C'était à l'époque des salles communes, elle était dans un fond de la salle, et on voyait tout de suite qu'elle était abandonnée par la médecine, elle était bouffie, elle était toute triste dans son coin, et moi évidemment, je vois cette jeune femme qui avait mon âge, je me précipite sur l'assistant, monsieur, qu'est-ce qu'elle a? Il dit, oh, elle a une glomérulonéphrite, il n'y a rien à faire, on attend qu'elle meure. Donc c'était quelque chose d'assez choquant, et quelques années plus tard, quand j'étais interne donc chez Hamburger, le samedi matin, parce qu'il était hors de question qu'on ne travaille pas le samedi à l'époque, bien sûr, tout le monde était là, Hamburger en personne, Cronier, etc. Et on choisissait un malade sur 4, puisqu'il n'y avait pas de place pour les autres. Et c'était des discussions, on appelait ça entre nous la commission de la hache, parce que chaque samedi, on était là, et puis on choisissait, etc. Et 10 ans après, alors que j'étais chef de clinique en réanimation, je me faisais engueuler par un interne de garde qui m'a dit, il y a un patient qui a un cancer au stade dernier, il a, etc. Il a une dilatation des cavités excrétrices, il faut faire quelque chose. Quand je lui ai dit, écoute, laisse-le tranquille, le pauvre, il a très... Mais il faut faire quelque chose, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc on était passé en 10 ans de 0 dialyse à refus enfin acharnement thérapeutique, on peut dire. Voilà. Et c'est une époque, je trouve, moi j'étais l'époque de toutes les découvertes, de toute la mise en route de la transplantation, de toute l'installation de la dialyse, le développement de la dialyse dans les pays limitrophes, le Portugal, l'Espagne, etc. Et c'est une époque que je suis assez heureux d'avoir vécu, parce que je trouve que c'est, je ne sais pas si ça sera comme ça maintenant, mais c'était quand même l'époque de l'expansion, d'un travail extraordinaire, alors que maintenant, malheureusement, le poids de l'administration et des restrictions se fait sentir de plus en plus, et on a un peu plus de mal à innover et à développer des choses. Pour faire de la médecine, déjà, je pense qu'il faut aimer les gens.
et aimer soigner et aimer rendre service, parce qu'il n'y a rien qui m'irrite plus que des jeunes étudiants en médecine qui sont déjà en train de se plaindre en disant oui, les gardes, on est fatigués, les malades sont désagréables, etc. Parce que je pense qu'à ce moment-là, la Banque de France manque de bras et qu'il vaut mieux choisir une autre profession. Parce que c'est une profession qui n'est pas comme les autres. Même si on essaye de rester aussi technique que possible, il y a cette dimension humaine et d'échange et d'amour qu'on ne peut pas éviter. Donc déjà, si vous voulez faire votre médecine, il faut vraiment que vous en ayez envie. D'autant plus que maintenant, ça va être difficile. Nous, les vieux dinosaures, on a l'habitude de se battre contre l'administration, de bloquer. Les pauvres, maintenant, ils sont formatés un petit peu. Ils ont tendance à se « oui, monsieur, très bien, monsieur, on va essayer de faire des économies, etc. » Donc il faut de temps en temps travailler avec l'administration en collaboration pour trouver les meilleures solutions, mais aussi savoir dire non quand il faut. Je ne ferai pas le parallèle avec 1940, mais c'est presque ça. Donc il y a un moment où il faut dire stop, c'est plus possible. Donc ça c'est pour la médecine en général, parce que ce soit en libéral ou à l'hôpital, on est complètement écrasé sous les tâches administratives ou les contraintes. Et la deuxième chose pour la néphrologie, c'est une spécialité extraordinaire qui est en plus qui a des visions sur l'avenir, parce qu'on voit justement les gens qui étaient condamnés à mort autrefois maintenant vivent dans des conditions qui sont meilleures, chaque jour meilleures, et que c'est quelqu'un qui veut faire de la néphrologie, il faut aussi qu'il ait forcément un pied au laboratoire. Il ne peut pas, c'est une spécialité où on ne peut pas se permettre de dire je pense qu'il y a ceci, cela, on est obligé de se référer à la physiopathologie, on est obligé, et pour comprendre ça, il faut aller au laboratoire, et je crois que c'est tout à fait important. Spécialité qui est très mixte, à cheval sur les deux choses, et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment la progression vient directement de la paillasse ensuite à la translation dans la clinique. Une bonne fois. Pardon ? Une bonne fois encore. Oui, ah oui, tout à fait, parce que je pense qu'en plus, la démographie étant ce qu'elle est, alors que moi, quand j'étais chef de clinique, malheureusement, dans un service qui était aussi extraordinaire que celui de Richet, on était quasiment sûr qu'on n'aurait jamais de poste. Là, maintenant, au contraire, la situation se dégage. Les gens partent à la retraite, il y a un gros boom. Le baby-boom de l'après-guerre commence à se dissiper, et donc les gens peuvent prendre des postes relativement facilement. Donc ça, c'est important. Mais j'ai eu la chance, heureusement, dans les difficultés qu'il y avait, de tomber aussi sur une opportunité extraordinaire qui était un service qui n'existait pas, un hôpital qui se créait avec la possibilité d'y implanter un service de néphrologie. Donc j'ai vécu quelque chose qui était une expérience vraiment fantastique, et de voir un hôpital se monter. On a pu d'ailleurs participer un petit peu au plan, discuter, etc. Et puis ensuite monter un service de néphrologie qui était 10 lits, et puis après 15 lits, et puis après monter la dialyse, qui était toute une histoire, parce qu'il fallait les autorisations déjà, discussion avec l'administration. Après, développer les autres techniques de dialyse péritonéale, etc., toutes les techniques de suivi de greffé, puisque j'avais fait de la transplantation à Thonon, et de garder aussi le contact avec l'université, c'est-à-dire d'accueillir des étudiants, d'arriver à participer à des protocoles, d'aller au conseil des facultés de la faculté voisine, etc. Et ça, c'était une expérience extraordinaire aussi, que j'ai beaucoup aimé, malgré le fait qu'au cours des 10 dernières années, on a été plus dans une bataille pour la conservation de ce qu'on avait réussi à créer que dans le développement. Et ça, c'était lié aux contraintes administratives dont je vous parlais tout à l'heure. Et étrangères, parce qu'il y avait Charles Van Lippersel, il y avait Mikkelsen, enfin tous ces gens, les Anglais, Stewart Cameron, enfin etc. C'était à Necker, il y avait Nénette Habib et Jean Burger qui avaient des joutes oratoires absolument jubilatoires. C'était un bonheur, enfin c'était vrai, ça pétillait d'intelligence à tous les niveaux, c'était assez extraordinaire. Alors l'ambiance était un petit peu différente à Necker, où c'était un petit peu plus feutré, n'est-ce pas, derrière. Les coups de poignard volaient, enfin discrètement, mais beaucoup comme ça, ou chez Richet, où là c'était carrément hockey choral de temps en temps, on passait avec son mais il y avait une série de personnages absolument impressionnants, et Gabriel Richet l'a dit d'ailleurs une fois dans une interview, c'est tout à fait vrai, on travaillait dans la joie, c'est-à-dire on avait énormément de travail, il était extrêmement exigeant, mais je ne me suis jamais autant amusé en même temps que là, parce que même avec lui, il adorait de façon plaisanter, il adorait les calembours, il adorait les bons mots, et donc c'était de temps en temps, l'ambiance dans la salle de staff n'était pas celle d'une salle de classe, mais pas loin, tellement on s'amusait, on travaillait dans la joie. C'est vrai que c'était quelque chose, une expérience extraordinaire que je suis extrêmement heureux d'avoir vécu, parce que c'était une stimulation intellectuelle en permanence, avec en plus
des liens d'amitié qui se sont tissés au cours des années, qui gardent. J'ai eu en plus une chance aussi inouïe, c'est qu'à l'époque, quand j'étais chez Hamburger, les biopsies se faisaient encore chirurgicalement. Et Hamburger disait avec un certain mépris, Gabriel, on fait une biopsie percutanée extrêmement dangereuse, enfin bon, etc. Et quand je suis arrivé donc, chez Richet, les biopsies, c'était l'époque où c'était la pathologie se faisait les biopsies, les cliniciens ne les faisaient pas. Et alors j'ai eu la chance d'être pris sous l'aile protectrice de Liliane Morel-Maroger, qui est une femme extraordinaire, et qui m'a appris à faire les biopsies percutanées. À l'époque, on en faisait 10 par matinée, c'était absolument, maintenant c'est beaucoup moins, 10 tous les. Donc quand elle n'était pas là, je la remplaçais, je faisais les biopsies, et ça m'a permis, une fois cette pratique acquise, quand je suis arrivé à Évry, de mettre tout de suite en place justement une procédure de recrutement de patients en faisant les biopsies sur place et en les envoyant à Thonon pour les lectures. Donc ça c'était très très utile. C'est pour ça que je dis que j'ai eu beaucoup de chance finalement. La chance d'être dans une famille extrêmement porteuse, extrêmement aimante, et la chance de tomber sur des maîtres et des services assez inoubliables. Quelles sont à votre avis les caractéristiques d'un grand maître? D'un bon maître, d'un grand maître. Un grand maître. Il faut qu'il soit évidemment compétent, intelligent, cultivé, etc. Mais il faut aussi qu'il ait le sens de l'équipe, de maintenir une ambiance sympathique dans l'équipe et pas une ambiance de terreur ou d'autorité qui n'a pas d'utilité, et qu'il ait aussi la capacité à repérer les talents. C'est-à-dire qu'il faut qu'il repère celui qui va et de l'aider. Et là-dessus, Richet était toujours à l'affût et nous a toujours aidés quand on avait besoin de développer des techniques. À un moment, j'avais travaillé sur les techniques du complément. Il m'a immédiatement il s'est débrouillé pour que j'ai une technicienne pour le laboratoire, etc. Enfin, il était toujours très prêt à cela. Hamburger était un petit peu différent parce qu'il n'aimait pas trop quand même quand il y avait l'émergence de talents qui pouvaient lui être éventuellement opposés. Il avait tendance à laisser un petit peu, alors que Gabriel c'était tout le contraire. Dès qu'il voyait quelqu'un qui travaillait un peu, il était ravi, il le poussait à mort, il l'engueulait si ça allait pas assez vite. Et en même temps, c'était voilà. Je crois qu'il faut à la fois quelqu'un qui sache tenir les gens, qui ait une certaine autorité, mais qui garde une ambiance familiale. C'est très moi ce que j'ai essayé de faire dans le service que j'ai eu, quand même, c'est d'avoir. D'abord, j'ai réussi à m'entourer de collaborateurs qui étaient tous formés à anciens chefs de clinique assistants, ce qui n'était pas toujours le cas dans les services de périphérie de Paris, pour qu'il y ait une bonne. Un bon niveau médical, mais en plus aussi qu'il y ait une ambiance famille. Moi, je ne peux pas travailler sans rire. En fait, je veux, comme disait d'ailleurs Charles Van Ypersel disait un jour, on s'amusait, aujourd'hui on ne sait plus rire. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai, parce que maintenant les contraintes sont telles que de temps en temps on perd le rire, qui est quelque chose de très important dans le travail, surtout quand c'est un travail difficile comme le nôtre, avec des problèmes un petit peu ardus. Non, je voulais aller un petit peu plus loin dans l'ambiance qu'il y avait à Thonon, pour dire que ce qu'il y avait de très amusant, c'est que vous savez, vous connaissez aussi bien Gabriel Richet que par exemple Jean-Philippe Méry avaient une façon de parler qui était assez particulière et qui pouvait donner lieu à certaines imitations, plus ou moins réussies. Donc il y avait deux spécialistes de l'imitation dans le service essentiellement, c'était Alain Mérier et votre serviteur. Donc le grand jeu évidemment était de téléphoner à quelqu'un qui était dans le service en se faisant passer pour Richet ou Méry, en disant, et alors ça marchait à tous les coups parce que Richet, même s'il y avait une ambiance très libre, on était quand même très impressionnés. Et donc un jour, par exemple, on téléphonait à Alain Canfer, etc. Ah, mon cher, bon, vous êtes avec vos poussins. Alors, oui monsieur, quoi, mais arrête, etc. Bon, c'était toujours comme ça. Ou alors on imitait Méry, on imitait Richet. Enfin, et Richet savait ça très bien, ça l'amusait plutôt. Et un jour, par exemple, je me rappelle, Richet travaillait à une réunion pour les actualités néphrologiques de Necker avec Madame Habib. Donc Madame Habib il l'appelait 15 fois par jour. Écoutez donc, est-ce qu'on pourrait changer le groupe des malades avec protéinurie ou sans protéinurie, un tout petit peu, voir cela. Alors elle était exaspérée, et un jour, Liliane Morel-Maroger, qui hurlait de rire, me dit, on va appeler Nénette, on l'appelait Nénette, disons, on va appeler Nénette et tu vas te faire passer pour Richet, etc. Donc on appelle Nénette Habib et je commence, ah, Nénette, Gabriel arrive. Oui, Gabriel, qu'est-ce qu'il y a, Gabriel? Bon. Oui, écoutez, pour le groupe des malades avec syndrome,
les droits qui n'ont pas de mots, il n'y a qu'à le supprimer. Non, enfin non, Gabriel, c'est pas possible, je l'ai changé 4 fois, etc. Et puis alors évidemment, on a éclaté tous de rire et elle était écroulée, enfin c'était sans arrêt des blagues comme ça. Et évidemment, un jour est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que Gabriel lui-même téléphone à un de ses élèves pour l'inviter à des dîners qu'il faisait de temps en temps chez lui, des buffets, et il téléphone donc à Madame Marsac, on dit « Ah, chère Madame, est-ce que vous voulez venir demain soir chez moi ?» Et à ce moment-là, il dit « Bon, là ça va, Mérier, je t'ai reconnu. Mais oh, Madame, vous êtes sûr que c'est bien ?»« Bah, c'est Olivier, alors ça suffit, je t'ai reconnu. » Bon. Et le pauvre, donc il a dû répéter 10 fois que c'était bien lui. Quand on s'en est aperçu, elle était absolument verte. Et donc le lendemain, avec Alain Mérier et moi, étions juste dans la queue pour aller se servir au buffet. Et devant nous, il y avait Gabriel avec la personne qu'il avait appelée au téléphone, qui était en train de s'excuser. « Excusez-moi encore. » Je dis, mais chère madame, vous comprenez, chaque fois que je téléphone à un de mes collaborateurs, il faut que je passe un quart d'heure à expliquer que c'est bien moi, quoi. Il était absolument ravi. Et donc, ça faisait partie de ces... On l'imitait presque en salle de cours de temps en temps. Enfin, c'était... Et quand il a terminé son activité, c'est pour vous montrer quand même l'ambiance... l'ambiance amicale qui régnait dans le service, c'est qu'on lui a fait un enterrement comme on fait un interne qui quitte son internat. Donc ça ne se fait jamais. C'est un patron à qui on fait ça. Donc en salle de garde, tout le monde déguisé en Gabriel Colomb découvre la glomérulite. Moi j'étais en fou du roi au hasard et on lui a fait une séance d'imitation absolument incroyable avec Françoise Mignon, Jean-Daniel Straher, etc. Où on a repris toutes ces aphorismes avec des imitations à n'en plus finir. Il a trouvé ça très drôle. Le clou de l'imitation étant un échange entre lui et Jean-Philippe Méry. Alors, Jean-Philippe, quoi, monsieur, je vais parler 4 fois pour les lèvres, je demandais, calmez-vous, quoi, etc. Enfin bon, c'était un délire à deux, et c'était un souvenir absolument extraordinaire, qui a dû d'ailleurs être enregistré sur une cassette, je crois bien. C'était très drôle. Voilà. Et tout le monde se rappelle de séances dans le bureau de Richet disant écoutez, mon cher Ronco, il faut que vous preniez 3 à 4 gardes de réanimation par semaine en exigeant de ne pas être payé. Vous comprenez? Il faut que Ronco puisse se regarder dans une glace. Quoi? À peu près les... Bonheur, curiosité, passion. Oui. C'est ça? Oui, c'est une passion qui ne quitte pas, c'est vrai, c'est tout à fait une spécialité, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette spécialité est extrêmement, comme quand j'étais étudiant, ça me rebutait beaucoup parce que je la trouvais pleine de chiffres, c'était embêtant. Et en fait, j'ai découvert dès le premier stage, parce que j'étais chez Hamburger dans le secteur des transplantés, avec Michel Lesky, je m'entendais très bien avec lui, ce qui fait qu'on nous appelait court Lesky et Lesky tout court d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est une spécialité extrêmement humaine parce qu'en fait on voit des patients toute sa vie. Moi j'ai des patients que je suis depuis 35 ans, donc dont j'ai connu les enfants, etc., que je continue à avoir, des patients qui sont devenus des amis. Enfin c'est très une spécialité profondément humaine et extrêmement où on accompagne les gens toute leur vie et c'est quelque chose, une expérience passionnante, c'est vrai. Ouais. Enfin, moi, je sais pas, j'ai peut-être une vue un peu... J'ai horreur des rapports médecins dirigistes, donneurs de leçons, autoritaires vis-à-vis du patient. Même s'il y a des patients qui, de temps en temps, on est obligé de leur dire, écoutez, bon. Donc, je vis ça plus comme un partenariat, voire une négociation. C'est-à-dire qu'on est... Le secret dans ce métier, je pense, et ça j'ai toujours pensé ça, c'est de savoir se mettre à la place des autres. Parce que moi-même, j'ai subi aussi des interventions chirurgicales orthopédiques, etc. J'ai bien vu ce que c'est que de passer de l'autre côté de la barrière. Ça ouvre un petit peu l'esprit sur comment on vit ça, quand on est de l'autre côté. Donc il faut que ce soit un partenariat, une maladie comme ça qui est chronique, il faut que les gens soient informés, il faut qu'ils soient bien au courant. Et après, quand on leur propose une technique, puisque pour la dialyse, il y a plusieurs techniques, on n'est pas là non plus pour leur imposer. Ils vous disent, mais docteur, qu'est-ce que vous me conseillez? Non, ils sont là pour choisir en fonction de ce qui leur plaît, au moment précis, ça peut changer d'un moment à l'autre. Donc il faut que ce soit un véritable partenariat avec des gens informés. C'est pas toujours possible parce qu'il y a des patients qui ne veulent pas savoir ou qui ne peuvent pas comprendre ou qui n'ont pas envie de savoir, etc. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et quelquefois, on est amené à des concessions ou des compromissions qu'on ne devrait pas... c'est pas bien de faire ça, mais enfin bon, parce que comme disait Richet aussi, nos ancêtres ont pris la Bastille pour que Monsieur Machin ait le droit de ne pas se soigner s'il veut. Hein, bon. Et c'est vrai.
c'est eux. Donc c'est à nous d'expliquer, c'est à eux de choisir, et on est là pour expliquer, être là, présent au fur et à mesure. Mais moi j'ai toujours vécu ça comme ça, j'ai toujours essayé de garder aussi le bip présent pour pouvoir être dérangé à n'importe quel moment, enfin s'il y avait besoin, etc., être disponible, parce qu'il n'y a rien de tel que de tomber sur le secrétariat, de dire c'est au sujet de quoi, etc., on veut rappeler, on va voir, mais j'essaye d'avoir des rapports un petit peu directs, c'est un peu plus épuisant, mais c'est vrai que ça apporte beaucoup plus de satisfaction. Rapport médecin-patient. Mais il y en a tellement, et c'est un exemple tout à fait typique des relations qui peuvent se créer avec des patients. J'avais une jeune fille qu'on avait connue à Tenon, qui avait une malformation, qui vivait dans un contexte social épouvantable, qui avait une malformation urinaire, qui a été en dialyse, et puis qu'après elle a été greffée une fois. J'ai continué à la suivre à Évry parce qu'elle habitait dans la Nièvre, et malheureusement elle est tombée enceinte alors qu'elle avait déjà un rejet extrêmement avancé, donc on lui a dit qu'elle ne pouvait pas garder l'enfant, ça a été un drame, et on lui a dit si on regreffe une deuxième fois, si ça se passe bien, on pourra envisager une grossesse. Donc elle a été de nouveau en dialyse, puis a été de nouveau greffée. Et cette fois-là, elle a eu un garçon qui s'appelait Florian, qui était absolument infernal, et qui, chaque fois qu'il venait en consultation, me sautait au cou en m'appelant tonton Olivier. C'était absolument incroyable, les gens devaient croire que j'étais le père, enfin je sais pas, mais c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Oui, c'est un garçon, malheureusement ça s'est terminé très mal parce que cette pauvre fille fumait mais 2 paquets par jour, avait une insuffisance respiratoire d'origine tabagique, enfin broncho-pneumonique, et elle est décédée il n'y a pas très longtemps, et le gamin avait à peine 15 ans, et il a dû être pris, je pense, par la DAS, parce que personne n'en voulait, la grand-mère ne voulait pas s'en occuper, et il est parti à la DAS. Donc ça, c'est une histoire à la fois gaie, un petit peu, et malheureusement triste à la fin. Oui, j'aime bien raconter des histoires drôles, effectivement, c'est ça. Et puis du coup, l'envie d'écrire m'est venue effectivement sur le tard. Après l'écriture d'articles ou de livres, j'avais envie d'écrire des choses un peu plus légères, c'est-à-dire des romans de fiction. Et puis en fait, je me suis branché sur le roman policier parce que la médecine étant comme une enquête aussi d'indices, de recherche, ça m'amusait. Et en fait, ce qui me poussait à écrire ça, parce que de temps en temps, il y a des gens qui m'ont dit « Mais alors, vous êtes médecin, vous écrivez ça, c'est pour vous libérer, n'est-ce pas, du poids, de ces difficultés, c'est un exutoire pour vous ». Je dis « Mais pas du tout, pas du tout. Moi, ce qui m'amuse, c'est de raconter une histoire, justement, qui prenne le lecteur de façon à ce qu'une fois qu'il a commencé le livre, il ait envie de continuer. C'est absolument comme raconter une histoire en pratique. Donc, c'est quelque chose d'amusant, de très difficile, parce qu'il faut travailler son style, retravailler, etc., accepter les critiques, mais c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup depuis une dizaine d'années, que j'ai fait en parallèle un petit peu avec le métier pendant un moment, et que maintenant que j'ai un peu plus de temps, je continue de façon un peu plus importante. Et comment vous avez inventé vos personnages? Alors les personnages sont toujours, contrairement à ce que les gens croient, où est-ce que tu es, c'est qui ça, celui-là, etc., sont toujours des petites cadéiloscopes de caractères pris aux uns et aux autres. Il y a les yeux d'un tel, le comportement d'un autre, le truc, puis le personnage se mélange comme ça. Il n'y a jamais, enfin, pour moi, jamais un personnage qui représente quelqu'un en réalité. C'est ce que les gens cherchent toujours à travers, y compris à travers les prénoms. Tiens, ce prénom, alors c'est ta sœur, mais non, c'est pas ma sœur, c'est parce qu'il fallait bien trouver un prénom, etc. Donc les personnages sont comme ça. Et alors ce qu'il y a aussi, c'est que dans ces romans-là, comme forcément c'est des romans qui se passent dans le milieu médical, parce que je suis très paresseux et que la documentation est beaucoup plus facile, c'est des romans, on peut aussi glisser des choses, parce qu'on peut glisser forcément soit des souvenirs personnels, par exemple dans le premier qui se passe dans les années 60, j'ai parlé un petit peu de l'avortement, parce que moi j'ai vécu l'époque des avortements clandestins, avec la loi sur l'abolition la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, où on a vu en quelques mois les complications dramatiques qu'on voyait avec des morts, des femmes qui passaient en dialyse, etc. C'était 3 par semaine, c'était l'angoisse du réanimateur, disparaître vraiment en 3 mois, complètement. Donc quelle que soit l'opinion qu'on ait sur la question, on ne pouvait que se réjouir de voir ces drames cesser. Mais les gens maintenant ne savent plus comment ça se fait. Ils pensent que c'est arrivé comme ça, c'est tout à fait heureusement d'ailleurs, mais bon, quelquefois, donc j'avais un petit peu envie d'en parler et de témoigner un peu de ce que c'était que notre quotidien à ce moment-là, aussi bien quand on était étudiant en médecine, avec
avec les avortements la nuit, quand on était appelé pour les avortements clandestins, ou plus tard en réanimation, où c'était des formes beaucoup plus graves. La peine de mort, pareil, qui a été abolie en 81. Les gens ne se rappellent pas aussi ce que c'était avant. C'est vraiment s'il y a une chose pour laquelle on peut remercier Mitterrand, c'est celle-là. C'est vraiment la promesse tenue. Donc il y a des choses comme ça. Et puis, de temps en temps, sur d'autres romans, il y a des histoires que je place, qui sont des histoires vraies. Dans un des troisièmes, il y a un accident qui survient chez un greffé avec une ulcération vasculaire à Serratia. Je l'ai vécu, celle-là, un dimanche après-midi. Donc je l'ai retravaillée et remise dedans. Et puis, il y a des tas de choses comme ça que l'on peut faire. Et puis alors, je suis toujours à l'affût d'histoires que l'on peut me raconter. J'ai par exemple un ami prêtre qui me raconte de temps en temps des histoires qu'il a observées chez des pénitents. Et il y a une histoire, je ne vous la dévoile pas parce qu'elle est dans le 5e, mais qui m'a raconté, je ne pouvais pas ne pas m'en servir. Celle-là, c'est pas possible. J'ai été repérer les lieux, l'église Saint-Séverin, où est-ce que je pouvais trouver, c'était parfait. Et j'ai replacé cette histoire dans l'histoire policière, mais qui est évidemment totalement, non reconnaissable pour qui ne la connaît pas. Mais c'est assez amusant. C'est ça qui est drôle. Il y a peut-être deux choses. Il y a d'une part le contact avec les patients, la famille, la tentative d'apporter des choses, de leur faire du bien, d'être utile. Et puis aussi le compagnonnage et le contact avec les jeunes étudiants. Et ça m'a toujours... j'ai adoré aussi avoir des jeunes étudiants, de les voir. Et j'ai par exemple, ma plaisir, c'est que quand j'étais chef de clinique à Tenon en 1973, j'avais des groupes, à l'époque, on avait des groupes de stagiaires qu'on gardait chaque année, toute l'année. Donc on avait 2 séances d'enseignement dirigé, 2 séances au lit du malade. Bon, et je pense que je m'en occupais avec un certain dévouement, je me donnais du mal. Et j'ai eu le plaisir j'ai encore des contacts, je dîne encore assez souvent avec un des stagiaires de cette époque-là. Donc 1973, on se voit encore, et maintenant il est médecin, il doit gagner 3 fois plus d'argent que moi parce qu'il est dans la médecine esthétique d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et on dîne de temps en temps, on se téléphone, et ça me fait un plaisir inouï, que les gens ne m'envoient pas trop d'enseignements reçus. Ça, c'est assez agréable. Donc c'était quelque chose de voir l'évolution. Et surtout, moi, ce qui me fait plaisir, c'est non pas quand on les enseigne, de les coincer en disant il faut faire ceci, il faut faire cela, mais de les épanouir. C'est-à-dire que de voir des gens arriver complètement perdus, ils ne savent pas encore très bien faire, et de les voir, après un certain temps passé, prendre de l'assurance, arriver à se débrouiller, à gérer les situations eux-mêmes, et les voir comme ça grandir petit à petit, ça c'est un plaisir aussi énorme. Et arriver peut-être aussi à leur transmettre des choses sur le comportement vis-à-vis des patients, la façon d'être, la politesse, la gentillesse, l'écoute, la disponibilité. Ça aussi, si on peut par l'exemple ou par la conviction arriver à leur donner ça c'est un grand plaisir. Oui, mais je crois qu'il y a toute tout un volet d'histoire de la médecine qui est extrêmement important et qu'il faut enseigner. D'ailleurs, Gabriel Richet est très très intéressé par ça et publie régulièrement des articles là-dessus. Il a entièrement raison. Je veux dire, c'est très. On voit encore au congrès là ici aujourd'hui des publications oubliant complètement tout ce qui a plus de 10 ans d'ancienneté. Il y avait un éditorial dans un journal américain une fois qui disait Research means look back, c'est-à-dire regarder un peu, mais les recherches biographiques s'arrêtent il y a 5 ans et le désir de publier fait que des gens ressortent des publications comme s'ils étaient nouveaux, alors qu'on a l'impression de relire la même publication qui a été faite il y a 25 ans. Donc pour ça, c'est aussi important. Et il y a des choses qu'il faut, le Richet fait assez souvent des articles sur finalement la première dialyse, il y avait de très intéressants articles sur les premières biopsies rénales, comment on a développé la biopsie rénale, pourquoi est-ce qu'on a fait ça, alors qu'avant c'était des biopsies hépatiques et puis après c'est des biopsies de rein. Tout ça, je crois que c'est un témoignage très très important des anciens, dont je vais bientôt faire partie. Des anciens, des pionniers, des gens comme Richet, Cameron, etc. Tout ça, c'est très très important. Oui. Oui. Il ne faut pas oublier comment ça s'est fait, il faut regarder un petit peu les débuts et de voir
parce que de temps en temps, là aussi, on l'entend, surtout sur les réseaux sociaux, Internet, où il n'y a aucune censure ni rien, c'est épouvantable, la dialyse, c'est l'enfer, les médicaments immunodépresseurs me tuent, les laboratoires font ça exprès pour nous rendre malades et gagner de l'argent sur nous. Il faut aussi y voir un peu d'où on est parti et ce que c'est, pour apprécier aussi un petit peu le changement et la prodigieuse aventure humaine et les prodigieux progrès qui ont été accomplis dans le domaine. Ça, je crois que c'est important de savoir et de garder en mémoire toujours de quoi on part. Donc le témoignage des anciens est très très important. C'est une partie indissociable. C'est la première période, c'est-à-dire que c'est des souvenirs très nostalgiques, c'est-à-dire la première période de la greffe, effectivement, c'était des résultats qui n'étaient pas du tout ceux qu'ils étaient maintenant, où c'était presque toujours à partir de reins de donneurs vivants, où quelquefois le don du vivant était un peu plus que suggéré, parce qu'on disait, vous savez, il est en dialyse, il ne va pas pouvoir partir en vacances, qu'à l'époque, c'était même pas, si on avait la chance d'avoir un poste de dialyse, on était branché au poste de dialyse tout le temps. Donc on poussait un petit peu pour la transplantation de donneurs vivants, les résultats étaient pas toujours encore parfaits, c'est-à-dire moi j'ai vu encore un receveur détransplanté pendant que le donneur était encore hospitalisé, donc c'est toujours, bon, sans compter quelquefois que la sincérité du don, un jour il y a eu par exemple 2 faux jumeaux qui ont été greffés, un équerre, on imagine le soin avec lequel M. Hamburger lui-même a entendu les 2 pour s'assurer de la sincérité du don, et 6 mois après ils ne se parlaient plus, parce qu'en fait le receveur n'avait pas rempli sa part du contrat occulte qui avait sans doute été signé entre les deux. Donc c'est pas aussi simple que ça toujours le don. Et là c'était comme ça. Et la dialyse au début c'était je me rappelle, c'était des grandes cuves et puis on rajoutait du sel et du poivre un petit peu dedans, on mélangeait un peu comme ça. Pour la perte de poids, c'était une petite vis qu'on mettait sur la tubulure, c'est complètement artisanal. Les gens avaient mal au crâne parce qu'ils étaient dialysés à l'eau dure. Enfin, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on voit maintenant. C'est des machines à laver Bindix, essorage, lavage, etc. On met le programme et on termine la dialyse à 100 grammes près, pratiquement, si on fait attention. Donc c'est vrai que c'était des progrès techniques absolument extraordinaire. Plus la dialyse péritonéale, plus la dialyse quotidienne. Maintenant, on voit certaines améliorations qui se profilent. Enfin, c'est toujours très très intéressant. Et quels sont, à votre avis, les prochains pas de la néphrologie dans la miniaturisation, les reins artificiels portables, les cellules souches, je pense. Je pense qu'il y aura des choses qui vont arriver prochainement et qui modifieront peut-être beaucoup la donne, avec celles qu'on a déjà maintenant, qui sont les méthodes de néphroprotection et déjà qui sont quand même une certaine efficacité, pourvu qu'on les utilise à bon escient. Ça fait un peu prétentieux de parler de vocation, mais je crois qu'effectivement, moi j'ai toujours eu cette passion-là. J'ai quitté mes fonctions à l'hôpital depuis 1 an. J'ai gardé effectivement une journée pleine de consultations par semaine et une autre. Et je suis très heureux, je veux dire, c'est très heureux parce que j'ai plus l'administration sur le dos, déjà c'est bien, parce que mais en même temps je peux voir des patients garder et c'est un bonheur, c'est vrai, je peux pas, alors plus tard il faudra bien que je m'arrête, mais c'est vrai que c'est très souvent, tous les jours quand j'ai des consultations comme ça, ou l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure du patient aphasique, c'est un plaisir, une grâce quelquefois, oui, c'est vrai, tout à fait. Et vous faites aussi encore de la recherche ? Non, maintenant j'avais des activités presque exclusivement cliniques, donc je ne pouvais que participer à des protocoles de suivi ou de surveillance ou de traitement des patients, mais je ne pouvais plus faire de recherche. Non, je sais pas. Oui, la musique, si. C'est que comme je ne pas assez, mais j'aime le piano, j'ai fait un petit peu de piano. Juste quelques années avant de terminer mes fonctions au centre hospitalier, on a monté avec un ami kinésithérapeute et une orthophoniste une association qui s'appelle l'Offrande musicale et qui a fini par trouver sa place au sein de l'hôpital et qui a pour but en fait d'apporter de la musique aux gens hospitalisés. Donc c'était très drôle parce que on
on a monté ça et on fait ça en maison de retraite ou dans des maisons de rééducation pour personnes qui ont des scléroses en plaques, qui sont des personnes extrêmement handicapées, mais très très émotives, qui adorent la musique. Donc c'est une ambiance très particulière. Et donc on a organisé des petits concerts. Alors on a trouvé des gens, des vrais musiciens, des professionnels, c'est sympa. Et puis de temps en temps, il y a d'horribles amateurs comme moi. Et ou alors c'est une épreuve épouvantable parce que parler devant le Palais des Congrès avec la tête sur écran géant devant 2000 personnes, bon, on a un petit stress, mais quand on a l'habitude, on se débrouille. Jouer du piano devant 300 personnes, c'est abominable. C'est abominable, c'est au bord de l'infarctus à chaque fois, c'est terrible. Bon, parce que j'ai pas l'habitude ou j'ai moins l'habitude, mais en même temps, ça fait très plaisir et même les personnes âgées, quand elles sont un peu démentes, sont tout à fait contentes. Donc on continue un petit peu, je continue à les voir et on organise des réunions à la fête de la musique, des choses et des concerts aux personnes hospitalisées. Oui. Les jeunes médecins, les jeunes enfants. Qu'est-ce que vous souhaiterez à la génération qui commence maintenant? Qui n'oublie pas que derrière l'ordinateur, il y a des patients, il y a le contact humain qui est très important avant tout, qui sache se cuirasser face à une administration de plus en plus prégnante et qui sache résister aux pressions, parce qu'il y a un moment où il faut savoir résister et dire non, parce que malheureusement l'évolution actuelle de l'hôpital me navre. Je veux dire, je suis extrêmement inquiet quand je vois ce que souffrent mes amis qui continuent à travailler, c'est absolument terrible. Mais, et surtout qui gardent l'enthousiasme et le désir de bien faire et de progresser et de continuer à se nourrir au laboratoire pour améliorer leur pratique clinique. Mais sans oublier que derrière, il y a les patients et que ce sont des patients chroniques, donc qui ont besoin d'un soutien humain extrêmement important et qu'il faut développer ça. Garder. Et maintenant? C'est une chanson pas très convenable, hein, c'est pas grave. En plus, c'est une chanson qu'il faut chanter avec un cheveu sur la langue parce qu'elle avait été prononcée par François Tron, qui est maintenant professeur à Rouen, je crois que c'est ça, d'immunologie. Et François avait un petit feu sur la langue. Voilà. Vous la voulez? Oui. Alors, c'est la cascade complémentaire ou la cascade de Kurilski. C'est un cul que je préfère, c'est de toi que je veux ma chère, c'est 3 coups que je tire par derrière, c'est Catherine que je vais me faire, c'est seins que j'aime voir à l'air, c'est si simple, laisse-toi faire, c'est cette fille que je baisse par terre, c'est oui, tu peux me le faire, c'est 9 heures, voilà les stagiaires. Vous voyez à quel point les stagiaires étaient déjà importants sur cette chanson. Oubliez le reste, pensez qu'au dernier compositeur. Mais je pense que ça donne l'idée d'une période. Ah bah c'était bien. Ah oui, non, c'est une période extraordinaire, oui, c'est vrai. Je pense qu'ils s'amusent moins maintenant. D'ailleurs, un jour, j'étais arrivé à Thonon, j'avais gardé une consultation à Thonon le jeudi matin. Et donc, le jeudi matin, c'était le jour des greffés. Donc, mon grand plaisir, c'est que je voyais des anciens greffés que je n'avais pas vus depuis longtemps, bain de foule, etc. Et un jour, je suis arrivé en faisant l'idiot, je ne sais pas quoi, j'ai raconté. Et il y a une ancienne transplanquée qui m'a dit « Ah bah dis donc, ça fait du bien de rigoler, hein, parce que vous savez, ils sont plus marrants maintenant. Hein. Ils ne savent plus rire. » Donc voilà. Même les malades s'en plaignent, parce qu'il faut rigoler à bon escient, il ne faut pas faire de mauvais humour quand ils ne sont pas bien, mais ils aiment bien que je vais au centre d'autodialyse où je vais le vendredi là, à côté de Corbeil. Il y a 10 personnes que je connais très bien, c'est une ambiance famille, c'est extraordinaire, mais j'adore ça parce qu'ils sont là, tout le monde rigole, on raconte des histoires, ils sont là, on papote. Moi j'aime bien quand les gens viennent et ne se sentent pas gênés de venir ou coincés parce qu'ils viennent voir le médecin, mais qu'ils disent ça fait plaisir de vous voir ou qu'ils aient l'air détendus. C'est très important, donc c'est surtout dans une maladie pareille, donc c'est vrai que c'est un bonheur. Est-ce qu'il y a de la poésie dans notre métier? Alors je disais, la poésie c'est l'amour, souvent. Et j'ai deux souvenirs extrêmement forts là-dessus. C'est le premier souvenir, c'est quand j'avais 10 ans. Alors je suivais ma mère, comme ça, dans l'hôpital. Ma mère qui était une femme extrêmement charismatique, très solide, assez forte comme moi d'ailleurs.
et qui se promenait. Et un jour, je vois un patient qui la regarde et je dis « Maman, maman, le patient, il t'a vu les yeux, t'as vu comment il te regarde ?» Et elle m'a répondu « Tu sais, mon petit », parce qu'elle appelait tout le monde mon petit de 7 à 77 ans, « Tu sais, mon petit, chaque jour dans ce métier, il y a une joie. On a énormément de difficultés, mais tous les jours, il y a quelque chose. » Et ça, je l'ai vécu très souvent, et notamment tout dernièrement, il y a à peine une semaine, j'ai vu un patient, c'est assez émouvant, parce que c'est un patient que je connais depuis quelques années, qui a eu un énorme accident vasculaire cérébral qui l'a complètement dévasté, et donc il est en petite chaise, il est paralysé, il est aphasique, mais il comprend tout ce qu'on lui dit. Donc il est sorti de sa chaise roulante pour aller en consultation, pour me montrer qu'il avait fait des progrès. Alors on fait la consultation, je lui dis écoutez c'est bien, bravo, traite un truc. Et en partant, sa femme me dit, vous savez docteur, hein, il veut jamais aller à l'hôpital, il veut jamais aller là, mais quand c'est pour vous, il est toujours content de venir vous voir. Alors je prends la main de l'homme qui me serre la main avec un échange sans parole qui était très très beau, très poétique, je trouve, c'est l'amour.